Bonjour à tous, Téléfoot, 42e saison, 8e épisode. Voici le programme. Baptême du feu difficile pour Thierry Henry en Ligue 1. Retour sur ses premiers pas à la tête de l'AS Monaco. À Nantes, première victoire pour coach Halilovic. Il sera notre invité. Lille, c'est une attaque de feu, mais aussi un gardien en pleine progression. Nous découvrirons Mike Maignan. Un tour d'Europe des plus grands matchs et un focus sur le Naples d'Ancelotti, prochain adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Reportage, interview, analyse, c'est Téléfoot et c'est parti. Bonjour Frédéric. Bonjour Grégoire. Charlotte. Bonjour Greg. Thomas. Salut Greg. Chent. Bonjour Grégoire. Un peu malade. Un peu. Ça va aller. Il va falloir qu'il tienne cette émission au programme copieux. On l'a dit, on entre dans le vif du sujet, l'homme de la semaine. On va en parler et la question le concerne évidemment. Exactement, Grégoire. Après sa défaite à Strasbourg, Thierry Henry parviendra-t-il à relancer Monaco cette saison? Oui ou non? Vous pouvez répondre sur notre réseau social. Nous vous dévoilerons votre choix au cours de l'émission. Début de la deuxième partie ou en fin de deuxième partie, on ne sait pas encore. Mais elle est importante cette question. Allez, on vous laisse donner votre avis et on ouvre la page Ligue 1. L'homme de la semaine, messieurs, dames, c'était donc lui, premier poste d'entraîneur numéro 1, première conférence de presse, premiers entraînements et premier match. Pour Thierry Henry, une nouvelle vie qui commence un peu dans la difficulté. Romain Chemoul. Ses débuts d'entraîneur étaient attendus. Thierry Henry a été applaudi par la Méno à guichet fermé. Il est resté disponible après le match. Pourtant, sa première a viré au cauchemar. J'ai un peu vécu un peu tout dans ce match. Et la première défaite. C'est pas le scénario rêvé, mais il va falloir rester positif. Le champion du monde 98, contraint par les blessures, a titularisé son troisième gardien, Seydouci, qui a commis une énorme faute de main sur l'ouverture du score. L'erreur est humaine. On va pas accabler quelqu'un pour ça. Il fallait réagir. Dans la foulée, Radamel Falcao s'est blessé. Sa place dans le 11 de départ, un choix risqué. Le Colombien revenait de sélection. T'es toujours en risque quand tu reviens de sélection. Mais bon, non vraiment, pas de regret là-dessus. Malgré les coups du sort, le nouveau coach est resté calme, serein sur son banc, encourageant ses joueurs, même lorsqu'ils sont réduits à 10 en seconde période. Il faut apporter de la confiance aux joueurs et l'entraîneur est là pour ça et il le fait bien. On a essayé de jouer quand même à 10 et à un moment donné on a un peu confondu. Il reste encore du temps et sortir pour égaliser et avoir le bon équilibre. Une défaite de buts à 1. Monaco pointe désormais à la 19e place, mais garde des motifs d'espoir. On doit retenir le positif, on a eu du beau jeu, on a eu la possession de balle, on a eu des séquences de passes et voilà, on a été vers l'avant, on a eu des occasions. Laissez-le tranquille, il va faire ses premiers pas, il va prendre ses décisions, voilà. Ça va se mettre en place tout doucement. Quand tu es compétent, ça se met en place naturellement. Moi, je suis pas inquiet pour lui, mais laissez-le travailler. L'inquiétude, non. Maintenant, on veut, comme je l'ai dit, on veut prendre des points, essayer de gagner des matchs, c'est le plus important. Mais la tâche qui attend Henry est grande. Succéder à Leonardo Jardim n'est pas simple. Champion de France et demi-finaliste de la Ligue des Champions avec l'ASM. La situation est critique. Monaco n'a plus gagné depuis la première journée et reste sur 11 matchs sans victoire. Les chantiers sont nombreux. Chasser les doutes, remobiliser les cadres, trouver un équilibre et asseoir la défense. Porter la confiance, je crois que le groupe a besoin de confiance. Quand on arrive dans un nouveau club, on a des idées, on a un système de jeu qui sera différent, on a aussi, lui il a envie aussi de donner tout ce qu'il a pu apprendre sur le terrain et en dehors. Arsène Wenger, son mentor à Arsenal et ancien du club lui aussi, ne doute pas de son succès. Monaco est dans une forme de dépression un peu et je pense que la venue de Thierry va leur donner un swing positif pour repartir parce qu'ils ont quand même une équipe. Personne n'envisage sérieusement qu'ils vont jouer la descente. Ce passé de grand joueur qui a tout gagné doit être un avantage pour ce nouveau rôle. Il connaît très bien le club, même si le club a beaucoup changé. Mais je crois que Titi, avec son aura, pourra inspirer, comme Zizou l'a fait au Real Madrid, les jeunes joueurs. Dans son management, Henry, l'entraîneur, est déjà proche de ses joueurs, en témoigne sa longue discussion avec son capitaine Falcao jeudi. Yuri Tillmans le retrouve en club après l'avoir côtoyé en sélection de Belgique.
On s'entendait bien parce que voilà, c'est quelqu'un qui est proche des joueurs et qui aime bien retransmettre envers les jeunes, mais envers les plus âgés aussi. Et c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui fait comprendre les choses aux joueurs. Le roi Henri entame une nouvelle vie avec un contrat de 3 ans. Une vie qui ne sera plus jamais la même. À partir de là, quand on rentre dans ce métier, il faut être prêt à tout sacrifier. Il faut sacrifier sa vie pour faire ce métier. Sacrifier sa vie pour sauver Monaco avant-dernier du classement ce matin. Le défi est immense. Oui, le défi est grand. Je vous ai vu très concentré, attentif, Vicente, pendant le sujet à l'instant de Romain. Est-ce qu'il faut écouter Thierry Laurey qui dit il faut lui laisser du temps, il va y arriver, avec la compétence sûr, on y arrive? C'est sûr, mais c'est sûr que les débuts d'un champion du monde comme entraîneur sont encore plus observés parce que on attend beaucoup. Il y a ce passé de grands joueurs, d'avoir tout gagné. Et puis, on sait aussi qu'il y a des très grands joueurs qui n'ont pas réussi comme entraîneur. Donc, c'est pas toujours évident parce que ce qui est la clé comme entraîneur, c'est le management. Je pense que Thierry vient d'arriver dans un club qui est en difficulté et il lui faut un petit peu de temps simplement pour prendre la main sur son équipe et pour que son message passe. Voilà, c'est le début. Et il a appris avec une défaite. Mais moi, j'ai confiance en lui. C'est quelqu'un d'intelligent. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui sera manager les hommes parce qu'il a envie de le faire. Et il a la passion pour ça. Et vous parliez de champion du monde, Thierry Henry est le 4e champion du monde à entraîner en Ligue 1. Et seul Laurent Blanc avait réussi à gagner pour ses débuts dans notre championnat. Deschamps avait commencé par une défaite. Il avait attendu son 6e match de Ligue 1 sur le banc pour l'emporter. Vieira aussi, en début de saison, a commencé par un revers et a patienté jusqu'à la 4e journée pour triompher. Patience donc pour Titi qui est le seul à débuter en cours de saison. La première année de Didier, d'ailleurs j'en avais parlé avec lui, avait été difficile à Monaco. Didier Deschamps, champion du monde. Donc voilà, chacun a droit, je dirais, à avoir un petit peu de temps pour apprendre ce métier, qui est un métier compliqué. Mais je crois que quand tu y arrives, avoir l'expérience de grand joueur, c'est quelque chose de fantastique. Parce que quand tu te trouves sur des matchs, des finales ou des choses comme ça, tu l'as vécu. Et donc ça t'apporte quelque chose de complémentaire, je pense. Ça vaut ce que ça vaut, mais il n'a pas été gâté par le sort non plus. Hier, Thierry Henry, blessure de son capitaine et buteur Falcao. Carton rouge sévère pour Grand Cyr. C'est un petit peu sévère quand même. Voilà, le gardien qui fait une boulette. Vous pouvez rêver mieux, oui, pour ses débuts. Le sort ne l'a pas aidé, en tout cas. Quand on écoute bien le sujet, on écoute aussi Arsène Wenger qui dit que Monaco est en dépression. C'est un mot fort quand même d'Arsène Wenger. Vous dites que là, il ne faut pas de la tactique nouvelle avec Henry. Il faut un homme qui gère les hommes. Oui. Cette dépression dans les têtes, là, d'abord. Moi, je pense que la qualité joueur, elle est toujours là. À Monaco, même si elle est moindre, parce qu'il y a eu beaucoup de départs. Mais c'est dans la tête, surtout sur des périodes où la confiance n'est plus là. Et c'est le travail du management qui est le plus important, que les joueurs reprennent du plaisir, retrouvent leur confiance et pour que cette équipe soit à nouveau compétitive. Falcao qui était rentré jeudi seulement des États-Unis. On sait que Jardim était précautionneux, il ne l'aurait pas fait jouer. Henry, il l'a fait débuter, il s'est blessé. On apprend en perdant, c'était un pari perdant. Oui, mais en même temps, combien de fois il a joué aussi Falcao ou des joueurs qui sont partis, je sais pas... avec le Brésil qui jouent avec leur équipe. Ça, je pense que pour son premier match, il est obligé de prendre ses meilleurs joueurs. Oui, très honnêtement, on lui aurait reproché de ne pas avoir mis Falcao. Il était obligé. Et après, voilà, ça fait partie des risques, la blessure. On fera un premier point avec Thierry Henry, coach numéro 1 de l'AS Monaco, dans 19 jours à peu près. Regardez le programme. C'est pas que des grands clubs, mais c'est un programme très chargé pour l'AS Monaco qui attend Thierry Henry. Bruges, Dijon, Reims, Bruges, 2 matchs de Ligue des Champions donc, et le Paris Saint-Germain pour ces 5 matchs en 19 jours. On fera un petit point sans doute après le match du Paris Saint-Germain sur les débuts de Thierry Henry. Bonne chance à lui en tout cas pour ses premiers pas. Hier, Nantes. Messieurs, ça vous a pas échappé, messieurs, dames? Toulouse. 4-0, grosse joie dans le vestiaire. Écoutez, regardez le vestiaire de Nantes hier. On ne sait pas si le champagne a coulé. En attendant, c'était le premier succès des Canaries depuis près de 2 mois. On n'a que l'invité de Téléfoot après cette joie. « 380 km séparent notre plateau de Nantes, où se trouve notre invité, mais les distances à Téléfoot n'existent plus. Bonjour, Vahid Halilhodžić, 4-0 hier soir. J'imagine que vous avez passé une bonne nuit. Bonjour à tout le monde. Bien sûr, on a passé une belle soirée pendant le match, un petit peu après le match, mais soirée à Nantes et soirée à Paris, c'est pas la même chose quand même. On se souvient de vous il y a 15 jours. Il y a 15 jours après le match contre Bordeaux, vous disiez on est mauvais. Est-ce que ce matin vous dites on est très bon?
Non, pas du tout, pas du tout. Mais on a profité les pauses pour un petit peu travailler pendant 2 semaines. C'est vraiment, les garçons, ils ont beaucoup travaillé et on était récompensés hier soir avec un bon match, bon contenu. J'ai vu quelque chose qui me plaît dans notre animation, surtout offensif, dans la vitesse de jeu, d'enchaînement vers avant. On a marqué 4 buts avec manière, avec beaucoup de volonté et de détermination. Pour ça, je dis bravo les gars et merci pour le spectacle que vous avez fait hier soir. Vous lui avez dit quoi à Emiliano Sala hier? Triplé pour lui. Il était en feu. Écoutez, 2 fois j'ai parlé avec lui, j'ai même travaillé individuellement avec lui et j'ai une discussion, il avait quelques soucis, quelques problèmes qui l'empêchent d'être 100% dans son engagement et je lui dis quand il est 80%, c'est pas attaquant que je voulais, il faut qu'il se mette 100% de ta tête, après il y aura beaucoup mieux pour régler quelques problèmes. Il n'y a aucun problème quand il joue bien, et surtout quand il marque, tous les problèmes extérieurs, on peut régler très facilement. Dans quelques minutes, vous serez au milieu de vos joueurs sur les terrains de la Genelière. Vous allez leur dire quoi? Il y a une causerie, il y a un discours qui est prévu. Vous allez ouvrir le champagne, comme vous l'aviez promis. Tout le monde parle de ce champagne un petit peu. Écoutez, bien sûr, il y a ça, je les félicite. Je les félicite, je dis, je suis même fier de vous. Regardez, après le travail qu'on a fait pendant 2 semaines, on était bien payés. Mais pour le moment, on n'a rien fait, on est encore en 2e division. Il faut continuer comme ça. Ça, c'est dommage qu'on s'arrête. Je ne pense pas que le prime qu'on a gagné hier soir, qui me suffit pour payer un champagne, c'est pas Paris Saint-Germain, vous savez. Merci Vaïd, merci beaucoup. Si vous pouvez prêter un petit peu d'argent, je serais très content. Non, il n'y a pas d'argent. Un téléfoot, on abolit les distances, mais on n'a pas de champagne non plus. Merci, bon courage en tout cas pour la suite. Merci d'avoir été avec nous. On vous laisse au milieu de votre joueur du côté de la Genelière. Le prochain rendez-vous pour le sauvetage des Canaries, c'est samedi prochain à Amiens. Un entretien réalisé il y a quelques minutes, parce que là, au moment où on se parle, Vaïd Eleuzik est bien à Nantes, toujours, mais on sait plus où on est là. Star Trek. Ouais. C'est Spock. Il était là. C'est Spock. Il était juste là. Ouais, la téléportation. Eh ben, il est à Nantes, il est en train de travailler avec ses joueurs, Vaïd Eleuzik. On parle beaucoup des attaquants de Lille, messieurs, dames, supersoniques, mais si Lille est ce matin dauphin du Paris Saint-Germain, c'est aussi grâce à une défense très solide, grâce à un gardien, Mike Maignan, qui progresse de jour en jour. Sébastien Bargnou et Choussine sont allés le voir travailler. On y va. Allez Mike, on y va. Bon Mike, bonne décision, très bien. On y va Mike, on y va. Bon Mike, très bien. On a un coach, il est assez fou. On peut bosser jusqu'à 1h15. Et ça va, aujourd'hui, il a calmé un peu. Bon Mike. On travaille de tout, nos gammes, les prises de balles, les appuis. C'est ce qui nous permet d'être là au bon moment. Tous les gardiens, on a la technique, on a les gammes, on a tout fait depuis notre formation. Et je pense que ça se joue dans la tête aujourd'hui. C'est le plus important. Il a toujours été gros travailleur, même la saison dernière quand je suis arrivé. C'est un garçon qui travaillait beaucoup. Un point sur lequel il doit progresser pour devenir un grand, voire un très grand. Concentration. Allez Mike, on y va. Tous les coachs, que ce soit le coach des gardiens jusqu'au coach, ils m'en parlent tout le temps, durant toute la semaine, même dans les séances ludiques. Concentré pour que je puisse travailler dessus. Parce qu'un gardien, il est jugé sur quelquefois un ballon dans un match, où il doit être décisif, et ça c'est la concentration. Marquage de l'axe, marquage de l'axe. Hey. Le gardien de but, pour moi, dans ma vision, c'est le patron. C'est lui qui tient son équipe. C'est le pilier. T'as pas de grande équipe sans grand gardien de but. Forcément, je vais vous parler d'une chose, les pénaltys. Ouais, c'est sûr ça. C'est incroyable cette stat que vous avez quand même sur les tirs au but. La stat c'est bien, mais après, je sais pas faire que ça en fait. Je fais pas que ça, arrêter des pénaltys. Pour l'instant, ça me sourit. Et le fait d'en avoir arrêté 5 d'affilée, évidemment que l'attitude du tireur face à lui est sûrement différente. Il n'y a pas d'intimidation, il n'y a pas de préparation vidéo. On m'a proposé de faire la vidéo. Et c'est pas quelque chose que je vais regarder. Ça, je trouve que ça peut me troubler.
peux hésiter, j'aime pas l'hésitation, j'aime pas avoir des regrets. Tu choisis un côté, tu vas à fond, tu essaies de prendre le plus de place possible. C'est un duel entre toi et le joueur. Et voilà, après, c'est du casino. C'est vrai? Ouais, c'est du casino. Vous avez un modèle? Avant, je parlais souvent de Van der Sar, Neuer, Mandanda, parce on m'appelait souvent Mandanda quand j'étais petit. Et puis, je suis en train de grandir. Je dirais plus que mon modèle, c'est moi. Je vais apprendre de moi-même et créer quelque chose avec mon nom. Vous le voyez aller jusqu'où? Il a une marge de progression encore très 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 importante. Il a les qualités pour être un gardien qui peut jouer à un très haut niveau. Et il a foi en lui, Mike Maignan. 8 buts encaissés par Lille cette saison après 10 journées. Ils en avaient encaissé 17 la saison passée, les Lillois. Allez, on regarde des résultats pour l'instant de cette 10e journée. Tous les matchs n'ont pas encore eu lieu, évidemment. On attend des matchs importants cet après-midi et ce soir, Montpellier-Bordeaux, Saint-Etienne-Rennes et le Nice-Marseille qui peuvent valoir cher. En attendant, on rappelle la première victoire de Nantes, donc depuis pratiquement 2 mois. La victoire de Lyon, mais c'était vendredi soir et le carton du Paris Saint-Germain qui se traduit évidemment comme tous les week-ends au classement. Le Paris Saint-Germain seul en tête, 30 points, 10 sur 10. Et en ligne de mire, le record européen, les 11 succès de Tottenham en 1960. Et Marseille qui peut faire un bond en avant en quête de victoire ce soir face à Nice. Et puis derrière, quand on se projette un peu plus bas, Nantes va un peu mieux et Monaco encore un peu moins bien. Nantes est barragiste ce matin et Monaco, tout comme Guingamp, avec le même nombre de points, sont tous les deux pour l'instant relégables. On s'éclaircit la voix. Il se prépare. C'est ça, il se prépare parce qu'il se passe toujours quelque chose dans le monde de Thomas. Allez, c'est parti. Thomas, vous avez passé beaucoup de temps en conférence de presse cette semaine. Oh oui, beaucoup de temps en conf cette semaine et on a aimé, entre autres, la conférence de presse de Fabien Mercadal avant son match face à Guingamp, le coach de Caen qui t'explique en fait le classement avec des mathématiques et vous allez le voir, ça marche hyper bien. Il arrive en 10e match. C'est un moyen facile de calculer. Si on venait à l'emporter, on aurait 13 points en 10 matchs. Tu divises par 10, ça fait 1,3 points par match. Tu multiplies par 38, tu sais à peu près où tu vas tu vois, dans l'esprit, tu pourrais te positionner. Ok. Allez, encore d'autres explications. 1,3 points par match, fois 38, on sera bien classé. Si on venait à le perdre, on peut l'envisager aussi, ça existe. Ça veut dire qu'on finira à 38 points. 38 points, on sait ce que c'est au club. Ça veut dire que Terry craque jusqu'à la fin, ça nous enverrait sur 42 points. 42, 38, on sait plus trop, mais moi, encore. Ce que je veux, c'est gagner ce match. Si on pouvait être à 13 points après le match de Guingamp, ça pourrait nous permettre d'envisager d'être à 16 points après le match de Lille, tout simplement. Bah, voilà, tout simplement. Il a fait 0-0 face à Guingamp. Je vous laisse calculer. On en a parlé tout à l'heure, les grands débuts de Thierry Henry à Monaco. Nous, on s'est attardé un peu sur sa présentation, toujours en conf de presse cette semaine. Il a répondu à 3 questions en anglais. Thierry Henry, le problème, c'est qu'il a oublié qu'il avait un traducteur. C'est ce monsieur juste là. Et quand il répond en anglais, Thierry Henry, eh ben déjà, ça dure très longtemps. You have to do your research on that. Ok, là on vous a mis un petit extrait, mais ça dure plusieurs minutes sa réponse. Et il se rend compte seulement après que le traducteur va galérer à tout répéter en français. De démarrer en tant qu'entraîneur à Monaco. Ouh, oui, 3 minutes. Par ailleurs, oui, vous avez travaillé avec de grands entraîneurs, notamment Arsène Wenger. Ouais, pas facile. Réponse. Alors ça c'était pour la première réponse. Eh bien la deuxième, elle a duré 3 minutes et 19 secondes, figurez-vous, sa réponse, d'une traite. Et il s'en rend compte après, évidemment. Était un grand joueur. Qu'est-ce qu'il faut pour passer le traducteur, le pauvre. Réponse. Et la troisième, on s'est dit qu'il allait enfin comprendre et qu'il allait faire plus court. Eh bien, 2 minutes et 9 secondes, la réponse. Désolé, monsieur le traducteur. Question. Vous avez eu beaucoup de succès en tant que joueur. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. Et ouais, donc une pensée pour ce monsieur qui a dû traduire des pavés de Thierry Henry pendant 1h30 tout simplement pendant cette conférence de presse. Sinon mercredi, figurez-vous que le petit prince de Bondy était de retour à la maison. Et oui, Mbappé, Kylian de retour dans sa ville pour fêter la Coupe du Monde. Près de 1000 personnes présentes quand même sur place, tout acquise à la cause de Kylian. Je suis trop contente, je suis trop choquée. Je suis amoureux de lui, je suis amoureux de lui.
Bain de foule, photo avec les enfants, il a régalé tout le monde et il était évidemment ravi au micro de Julien Ménard. C'est magique, ça vaut tout l'or du monde. On va juste inverser les rôles le temps d'une après-midi et que c'était pas moi la star, c'était eux, il faut qu'ils profitent, qu'ils passent un merveilleux moment. Et pour bien finir sa semaine, on rappelle qu'il a inscrit son 9e but après 10 journées de Ligue 1 hier. Bon, les conférences de presse, Bondy, tout ça, c'est bien. Mais nous, dans la vie, notre passion, c'est évidemment la Ligue des Nations, le top 3 des buts qu'on a beaucoup aimé cette semaine. On commence avec Raheem Sterling, vous l'avez suivi sur TFX. Cette petite mine face à l'Espagne, c'était bien sympa. Il n'avait pas marqué depuis 3 ans, Raheem Sterling. Il a claqué son doublé pendant ce match. Voilà, il a remis tout le monde d'accord. Harry Wilson, tenez, petit coup franc. Voilà, c'est facile le foot. Hein. C'était face à l'Irlande. Allez, petit ralenti de ce coup franc juste pour le plaisir. Et on va terminer avec un but de Lucas Lerager. Lui, c'était face à l'Autriche. Alors, qu'est-ce qu'on aimait sur ce but? Ce petit 1-2. Voilà, bim. Et la petite lucarne pour terminer. Là aussi, c'est très facile le football. Allez, là aussi, petit ralenti pour le plaisir. 1-2, bim. Lulu, merci. Magnifique. C'est simple le foot, hein. Simple. Passe, va. Surtout le match de l'Angleterre en Espagne, c'est très simple les attaques rapides. C'est ça. En 2 passes, but. Et nous aussi, on est amoureuses de Kylian. Allez, dans quelques minutes, on parle d'Europe, on parle des Bleus, sans oublier un focus sur Naples, l'adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. À tout de suite. Retour en direct dans Téléfoot, on accueille aujourd'hui en vert les U12 de l'US Lacini. Debout messieurs, debout messieurs. Et en blanc, derrière Charlotte et Fred, les U18. Il est où le maillot? Enfin ça fait rien, il est beau quand même, très très élégant les U18 du groupement Nord-Est Manceau. Bienvenue. Et tous ces jeunes hommes ont envie de la réponse à la question. Eh bien, je vous la donne tout de suite. La réponse à la question. Eh bien, regardez. Thierry Henry parviendra-t-il à relancer Monaco cette saison? Vous êtes une majorité, soit 61%, à penser que Henry relancera Monaco cette saison. 39% d'entre vous estiment qu'il n'y parviendra pas. Et aussi convaincu par l'optimisme tout à l'heure de Vicente Lizarazu pour son ancien coéquipier en bleu. On va parler des Bleus tout à l'heure, mais d'abord on fait le tour d'Europe. On va faire très original dès le départ. Je vous propose de la pluie en Angleterre, mais c'est de la pluie de but. C'est un cliché. Rassurez-vous, Grégoire. Oh, c'est un cliché. Elle est pas mal. Je sais qu'elle vous plaît, Thomas. C'est de la pluie de but. Et ça commence avec ceux de Manchester City hier après-midi face à Burnley. 17e minute. Sergio Aguero donne le rythme pour les Citizens. 54e, l'arbitre ne siffle pas la faute sur le Roi Sané. David Silva en profite. Centre sur l'ancien monégasque Bernardo Silva. 2-0 pour City. 2 minutes plus tard, Fernandinho, lancé, creuse l'écart à 3-0. Celui qui arrive est très beau. 83e, c'est celui-ci qui est très beau. Riyad Mahrez. Ça siffle dans le public. Enfin, 90e centre de Benjamin Mendy repris par Sané qui clôt le score à 5-0. Man City, un leader incontestable. Et puis hier, Grégoire, c'était le réveil de Mohamed Salah avec Liverpool à Huddersfield qui offre le seul but de la rencontre, sa 4e réalisation de la saison. Liverpool se hisse à la 2e place du classement. Et enfin, le choc, Chelsea-Man United n'a pas déçu. 55e minute, mené 1-0 par les Blues. Anthony Martial égalise. Et puis 73e minute, vous allez voir, il va rater un peu son contrôle Anthony Martial, mais ça va lui servir. 2 tirs cadrés, 2 buts pour le Français. Un total de 40 buts inscrits, toutes compétitions confondues. Il est le meilleur buteur de United depuis 2015. Date de son arrivée. Dans les dernières secondes du match, Barry arrache le nul 2 partout. Provoqué par l'agent de Sarri, Marco Ianni, José Mourinho a failli en venir aux mains. Finalement, les deux hommes se sont réconciliés après le match, je vous rassure. Messieurs, tout va bien. Et on verra à la prochaine liste si Martial revient en équipe de France. On sait qu'il a souvent agacé Didier Deschamps par sa nonchalance, mais il y a peut-être une place à prendre. Fekir et Thauvin ont des soucis physiques et Dembélé, lui, est un peu moins bien avec le Barça. Il est entré, en tout cas, Ousmane Dembélé avec le FC Barcelone. Le Barça qui recevait le FC Séville, c'est notre grand match. Félix Roy et Christophe Abel. En arrivant au Camp Nou, Messi et Suarez savent que le Real Madrid a perdu face à l'Levante et que l'Atlético de Madrid est tenu en échec à Villarreal, une aubaine avant d'affronter le FC Séville de Ben Yedder, adversaire direct dans la course au titre. Le Barça ne joue pas très bien cette saison, mais bon, on a confiance en Messi. Messi est capitaine, le Français et l'Anglais en charnière centrale face à son ancienne équipe. Ousmane Dembélé, lui, est remplaçant, Umtiti toujours absent. Les supporters peuvent compter sur l'Argentin, passeur décisif
dès la 2e minute. Messi, el balón filtrado, tira Coutinho, gol. 13e minute, Suarez trouve Messi dans la profondeur. El pase de Suárez es buenísimo para Messi. Atención a Messi, encara el 1 para 1. Messi, 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 Messi. Leo Messi, Magic Messi. Une passe décisive et un but en moins de 15 minutes. Le Barça mène 2-0, mais va perdre sa star. Dans ce choc avec Vasquez, Lionel Messi retombe sur le bras. Coup de froid dans le Camp Nou. Messi reste de longues minutes au sol avant d'être remplacé par Ousmane Dembélé. Le capitaine du Barça quitte le stade pour faire des examens. Verdict, fracture du radius, os de l'avant-bras. 3 semaines d'indisponibilité. Messi ratera le Classico dimanche prochain. Il est clair que c'est une perte notable. Nous savons qui il est. Nous savons ce qu'il nous apporte. Nous savons ce que pense l'adversaire quand il est là. Évidemment que nous allons ressentir l'absence de Messi. Sans Messi, Suarez obtient un pénalty en seconde période. L'Uruguayen le transforme. Libération pour Suarez après plus d'1 mois sans marquer. Mais Séville va réduire la marque à la 79e minute. Clément Lenglet dévie légèrement la frappe de Sarabia. Sans conséquence, Rakitic inscrit un 4e but splendide pour le Barça à la 88e minute. 4-1 et finalement 4-2 score final. Le Barça prend la tête du classement. Une belle opération pour le FC Barcelone de Clément Lenglet que nous avons retrouvé après la rencontre. C'est aussi mettre fin à une série de 4 matchs sans victoire pour nous, donc c'était important de réaliser un gros match. Tu vas jouer ton premier Classico, c'est incroyable. Si jamais je joue, ouais, c'est vrai que c'est un match particulier, surtout pour moi qui, si tu regardes 2 ans en arrière, j'étais encore à Nancy, donc ça va très très vite. Ça va être un match avec beaucoup d'attentes, il faudra répondre présent. Gracias. Ciao, hasta luego. C'est bien d'entendre Clément Lenglet. C'est vrai que ça va vite. Ça va vite la vie d'un footballeur en quelques mois de Nancy au Classico la semaine prochaine. On n'a pas beaucoup vu Dembélé dans le résumé de ce match. Entrée moyenne qui n'a pas été du goût des socios d'ailleurs, qui l'ont sifflé. Il va remplacer Messi pendant 3 semaines qui vont être déterminantes pour la suite de son aventure au Barça, peut-être même pour la suite de son aventure en bleu. On sait que Didier Deschamps l'avait pas mal bougé. Ouais, la concurrence au Barça avec Coutinho, pas évident. Mais en bleu, je pense que pour tous les joueurs de couloir, les joueurs offensifs, il faut qu'ils se montrent le week-end. Aujourd'hui, on a Matuidi sur le côté gauche, on a Giroud, Griezmann dans l'axe et sur le côté droit, on a Mbappé. Mais on peut imaginer une version un peu plus offensive sur le côté gauche que Matuidi. Donc ça voudrait dire que voilà, des joueurs comme Martial, il faut qu'il flambe, ou des joueurs comme Dembélé flambent. Ou on peut aussi avoir une version avec Mbappé qui irait dans l'axe. Et donc le côté droit qui se libère avec un joueur qui doit prendre sa place, qui doit montrer. Donc c'est pour ça que tous les joueurs offensifs, que ce soit à gauche ou à droite, qui veulent porter le maillot de l'équipe de France, c'est le moment de flamber pour montrer à Didier Deschamps qu'on peut faire bouger un petit peu les lignes et les titulaires du moment. Et ça va vite aussi en Espagne, parce qu'il y a encore 2 semaines, il faisait la une du Mundo Deportivo. Dembélé, c'était la star du Barça. Et là, il se fait siffler quand il rentre. Enfin, ça n'a pas sifflé qu'au Barça. Ah, mais ça m'énerve. Ça a aussi sifflé à Bernabéu, à Madrid, au Real. C'est vrai que le cauchemar continue pour le Real Madrid qui recevait Levante hier après-midi dès la 6e minute. Erreur de Raphaël Varane. Morales en profite. Et puis 13e minute, Varane encore fait faute avec cette main qui permet à Levante de mener 2-0 sur penalty. Son pire match, le pire match de Varane depuis qu'il est au Real. Barcelone aurait dû l'écart, mais une disette historique de 481 minutes sans marquer pour les merengues. Benzema, entré à la 60e, aurait pu égaliser, mais sa frappe heurte le poteau. Le Real s'incline 2-1. Au total, 5 matchs sans victoire, toute compétition confondue pour les hommes de Lopetegui. Dans la tourmente, ce dernier a pu compter sur le soutien de son capitaine, Sergio Ramos. Il n'est jamais bon de changer d'entraîneur. Et ce n'est pas à nous, en tant que joueurs, de prendre cette décision. Tout ce que je peux dire, en tant que capitaine, c'est que Julien a le soutien de tout le vestiaire, tous les joueurs. Et il n'y a qu'ensemble que nous pouvons renverser la tendance. Et même si on n'est qu'en octobre, oui. Si je suis le Paris Saint-Germain, je me dis que le Real Madrid va pas très bien, le Bayern, ça va pas génial. Il y a une opportunité pour avoir un nouveau vainqueur de la Ligue des Champions. Passe décisive de Vicente Lizarazu. Oui. Pourtant, Naples va pas mal. Naples va pas mal. À quoi ressemble le Napoli de Carlo Ancelotti? Le match est mercredi soir, évidemment, au Parc des Princes entre le PSG et Naples. Fabrice David et Julien Ménard. Les Napolitains sont prêts pour un énorme rendez-vous mercredi à Paris.
Hier soir, Naples a gagné 3-0 sur le terrain de l'Udinese, avec notamment ce superbe but de Ruiz. Carlo Ancelotti a pourtant fait tourner son équipe, ménageant son buteur Insigne incertain face au PSG à cause de soucis musculaires. Naples, grâce également à Rogue, conforte sa 2e place du championnat d'Italie à 4 longueurs de la Juventus. Buteur et capitaine du PSG hier soir contre Amiens, Marquinhos a accordé un entretien à Téléfoot juste après la large victoire parisienne. Il se méfie du vice-champion d'Italie. C'est des grands défis, comme j'ai dit, de la saison. Déjà en phase des poules, on a des grandes équipes à affronter. Et je crois qu'à la maison, il faut montrer qu'on a de pouvoir, il faut montrer qu'on a du talent. Mais c'est bien le leader invaincu du groupe C, aucun but encaissé en 2 matchs, qui vient défier le PSG. Bourreau de Liverpool 1-0 au début du mois. À la 90e, Callejon en relais avec Mertens, centre pour Insigne, le meilleur buteur napolitain, qui a également marqué 6 fois en Serie A cette saison et offre une victoire méritée à son équipe. L'équipe de Naples, c'est une équipe ça fait longtemps ensemble, qui s'y connaissent, qui jouent ensemble. Ils ont déjà une très bonne philosophie de jeu. On a vu contre Liverpool. Une équipe quasiment identique à celle qui a été éliminée dès les phases de poule la saison dernière, à l'exception de l'ancien gardien de Nice, Ospina, et de l'Espagnol Ruiz, attaquant gauche. Le principal changement au Napoli, c'est donc son entraîneur Carlo Ancelotti, champion de France en 2013 avec le PSG de Maxwell, alors joueur, qui nous a reçus vendredi devant la Ligue des Champions, exposée à Paris. On l'adore tous. Hein. C'est un entraîneur qui a marqué ici son passage au club, qui a marqué pour un joueur comme moi, comme des autres joueurs qui ont vécu avec lui, mais avec beaucoup d'envie de le battre. Paris affronte Naples 2 fois en 15 jours, comme un 16e de finale de Ligue des Champions. Des grands matchs, c'est comme ça, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut penser à faire des matchs parfaits. Et voilà, et on sait que pour les matchs parfaits, il faut avoir la bonne motivation, la bonne concentration, la bonne stratégie aussi sur le terrain. Mercredi, le PSG veut faire chuter Naples, leader surprise du groupe le plus relevé de la compétition, qui compte bien finir premier. Qui va sortir des poules pour vous? J'espère nous. Le deuxième? Je m'en fous. Je m'en fous. Il s'en fout, il a le sourire, Dries Mertens. C'est vrai qu'il y a de la stabilité, il y a de la solidité et il y a de l'efficacité dans cette équipe. Bichente, on se pose quelles questions sur le Paris Saint-Germain à 3 jours de ce match? Ça va en Ligue 1, on sait. C'est Cavani peut-être qui vous chiffonne un peu en ce moment? Oui, alors le problème du Paris Saint-Germain contre Liverpool, c'était un problème plus défensif. Ils l'ont réglé en partie parce que Verratti est revenu dans la boucle et qu'avec la possession, avec la maîtrise technique, aujourd'hui, ils vont être moins en difficulté sur le plan purement défensif. Je pense que malgré tout, trouver un milieu défensif à venir là pour le mercato, c'est quand même quelque chose d'important pour les grosses équipes. Maintenant, pour moi, le problème du Paris Saint-Germain aujourd'hui, le seul problème, c'est Cavani. Meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et depuis le début de la saison, on voit qu'il y a ce duo Neymar-Mbappé qui est en train de s'installer. On sent qu'il se recherche et que lui, il est un petit peu sorti du jeu. On a l'impression qu'on n'a pas envie de jouer avec lui. Pourtant, pour moi, ça reste un joueur extraordinaire, avec une mentalité extraordinaire, très efficace. Et je pense que s'il y a un travail à faire en termes de management, c'est de parler vraiment avec Cavani pour essayer de trouver la solution, pour le relancer, pour lui redonner de la confiance. Parce que le match d'hier, on l'a vu rater à peu près tout. Le match contre Lyon, il était sorti pour des raisons tactiques. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose à faire avec lui parce que sans Cavani, pour moi, le Paris Saint-Germain perd énormément. En tout cas, sans un Cavani à 300%. Il n'y a aucun joueur de Naples qui pourrait jouer au Paris Saint-Germain. C'est ça aussi la différence de niveau, très rapidement. Oui, franchement, à choisir, si on regarde les équipes, on ne prend pas grand monde à Naples, donc il ne faut pas non plus avoir trop peur, il faut les respecter. Si Neymar est revenu du Portugal, où il se trouve depuis quelques jours, Griezmann, Deschamps, on passe au bleu. Les Bleus avec un oui-non, c'est Hugo Lloris qui s'est prêté au jeu, mais on débute par les coulisses
de France-Allemagne, le match de mardi. Et la veille de ce match, eh bien, c'est Didier Deschamps qui a fêté ses 50 ans avec ses joueurs à Enghien-les-Bains, dans la bonne humeur. Un âge auquel on assume enfin ses lunettes de vue, regardez, même face aux caméras, faudra y penser, Grégoire et Vicente. Mais l'homme de France-Allemagne, c'est Antoine Griezmann. Une magnifique tête pour égaliser un partout tout d'abord. Et lobé le 1m93 de Manuel Neuer. Faut le faire. Et puis un pénalty pour donner la victoire aux Bleus. Un doublé que Grisou doit à sa maman. Il y avait ma mère dans la tribune et elle me met la pression que je fasse un bon match. La dernière fois qu'elle était là, c'était Ligue des Champions contre Bruges, doublé. Là, elle était là ce soir. Donc je pense qu'elle va prendre un abonnement chez moi. Petite location. Et grâce à Griezmann, Didier Deschamps s'est également montré très satisfait devant ses joueurs. Je m'en rappellerai un peu plus de mon jour d'anniversaire et on est sur la bonne route. On doit aller chercher ce ticket pour les 4 derniers au mois de juin. Quoi. Hein? Bravo et merci. Et un nul suffira donc aux Bleus le mois prochain aux Pays-Bas pour terminer en tête, se qualifier pour le Final Four du mois de juin et décrocher peut-être la première Ligue des Nations de l'histoire. Vicente, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Griezmann et Mbappé, est-ce qu'ils vont briller ensemble en même temps un jour? Je l'espère, c'est la suite. C'est la suite de l'histoire, arriver à trouver le bon réglage. Parfois, des grands joueurs ne parlent pas le même langage. Et eux? Mais pour l'instant, ils peuvent mieux parler ensemble. C'est pas extraordinaire la relation technique entre les deux. En théorie, oui, mais je pense que c'est une des clés de la réussite de l'équipe de France pour les mois à venir, de trouver justement les bonnes combinaisons, les bonnes affinités, que vraiment dans le jeu on ait quelque chose d'évident, voilà, d'évident. Et c'est pas encore le cas. Je trouve que, par contre, ce qui est intéressant, c'est que Mbappé aujourd'hui, il a pris beaucoup de place, et Griezmann, il est resté très efficace. Et je pense qu'il accepte l'émergence de Mbappé et en même temps tout en restant un des leaders très importants de l'attaque de l'équipe de France. Parfois dans des équipes, il peut y avoir des petites tensions et certains joueurs peuvent mal vivre le fait d'être à l'ombre comme c'est un petit peu le cas. Ils peuvent se parler simplement par oui ou par non, par exemple. C'est simple dans ces moments-là. Allez, la victoire de mardi, les Bleus la doivent évidemment à ces deux hommes, mais aussi à leur capitaine Hugo Lloris. 4 parades contre l'Allemagne après les 6 qu'il avait réalisées contre l'Islande. Face à Frédéric Calange, il n'a pu répondre que par oui ou par non. Hugo, pensez-vous tous les jours à la Coupe du Monde? Non. En rêvez-vous souvent? Non. Revoyez-vous votre boulette en finale dans vos cauchemars? Non plus. Regrettez-vous de m'avoir promis de faire la tournée des bars à Nice en 4 titres de champion du monde? Non. Est-ce qu'on la fera quand même? Ouais, il faudra, ouais. Est-ce qu'on vous chambre après cette affaire dans certains stades anglais? Oui. Est-ce que ça vous pèse? Non. Est-ce que Tottenham va être enfin champion cette année? J'espère. Avez-vous eu des propositions pour quitter Tottenham après la Coupe du Monde? Non. Tottenham sera-t-il votre dernier club? Je pense pas. Didier Deschamps est-il plus qu'un entraîneur pour vous? Oui, forcément, avec cette victoire à la Coupe du Monde, ça unit encore plus les liens. Avez-vous déjà eu votre mot à dire dans la sélection d'un joueur? Non. Après un titre de champion du monde, peut-on mourir tranquille? Non, parce qu'il y a plein d'autres objectifs, non? Que ce soit en tant que footballeur ou en tant qu'homme. Est-ce que battre le record de sélection de Lilian Thuram est un objectif? Non, pas forcément. Savez-vous déjà quand vous comptez arrêter votre carrière internationale? Non, pas encore. Avez-vous menti au cours de cet entretien, Hugo? J'espère pas, hein. Je pense pas, je suis pas menteur. Vicente, avez-vous menti aujourd'hui? Pardon? Vous avez menti aujourd'hui, Vicente? Pas du tout. Pas du tout. Allez, on remercie toutes les équipes de Fredzan. On se retrouve dimanche prochain, spécial classique avec Marseille-Paris Saint-Germain en France et puis bien sûr le Barça-Real Madrid en Espagne. On croise les doigts pour les équipes françaises cette semaine en Coupe d'Europe. Belle journée à tous.